Et Christian Cambon, on va bien sûr longuement revenir ensemble sur ce qui s'est passé ces dernières heures. Mais d'abord, on va regarder la une de la presse régionale. Et on commence par la une du Télégramme. Front commun, c'est le titre choisi par le journal breton. Et cette photo du sommet de Londres hier, alors que Washington laisse planer l'idée que Zelensky pourrait devoir partir. Les alliés européens se sont réunis à Londres et lui ont manifesté leur soutien indéfectible et se sont engagés à s'armer davantage. La deuxième une, c'est celle de la dépêche. Bayrou, la peur du vide. S'il a réussi l'épreuve des textes budgétaires grâce à la non-censure des socialistes, le Premier ministre pourra-t-il passer l'été alors que plane la menace d'une nouvelle dissolution et qu'il est affaibli par l'affaire Betaram? Et puis la dernière une, c'est celle de Ouest France. Comment les EHPAD font face au manque d'argent? Près de 2/3 des EHPAD étaient en déficit en 2022. Une situation financière catastrophique qui tend à se dégrader, mettant en péril l'offre d'accompagnement des personnes âgées. Quelle une choisissez-vous? Je vais choisir la première une, le Télégramme, le Front commun, parce que je pense que c'est quand même l'événement qui domine manifestement l'actualité. Peur du vide pour François Bayrou, j'allais dire peur du trop-plein, parce que manifestement, l'actualité est tellement riche en événements, j'ose espérer que le chef du gouvernement français n'aura pas le sentiment de tomber dans le vide, parce que les questions qui nous sont posées sont d'une très grande gravité. Et on va en parler ensemble, évidemment. Et on l'a vu, cette photo à la une du Télégramme, c'était hier, le sommet de Londres, Kiev et ses alliés réunis dans la capitale britannique. La France et le Royaume-Uni qui travaillent sur un plan pour faire cesser les combats. Emmanuel Macron qui annonce ce matin dans le Figaro proposer une trêve d'1 mois avec un arrêt des combats dans les airs, sur terre, plus de frappes sur les infrastructures énergétiques. Est-ce que vous êtes optimiste sur l'aboutissement de ce plan ? 2-3 observations. Tout d'abord, cette réunion d'hier, elle est très importante. Elle est très importante parce que il y a une semaine, on pensait que les Européens avaient disparu des écrans et qu'ils ne participeraient pas au règlement de cette affaire. Ce qui s'est passé vendredi soir à la Maison-Blanche laissait à croire l'idée selon laquelle les Américains mettaient les Européens de côté. Donc c'est une bonne chose. Ce qui est une bonne chose aussi, c'est de voir qui composait ce rassemblement. Je note par exemple, bien sûr, que les Canadiens étaient là, mais aussi les Turcs. Ce n'est pas sans importance. J'étais moi-même en mission en Turquie avec mes collègues du Sénat et on avait évoqué ce souci, et cette crise. Et la Turquie a l'intention d'être présente dans le règlement de l'affaire d'Ukraine. C'est quand même important qu'ils montrent leur solidarité avec les Européens. Et on dépasse l'Union européenne stricto sensu, puisque la Grande-Bretagne, après le Brexit, n'en fait plus strictement partie. Et pourtant, il y a une initiative très forte du Premier ministre anglais. C'est une très bonne chose. Et j'ai trouvé que, finalement, il y avait beaucoup de solidarité tout autour de cette réunion. Alors maintenant, sur le fond, c'est évidemment... D'abord, il ne faut pas trop se précipiter. Je vois que le président de la République propose immédiatement cette trêve. C'est une très bonne chose. Il parle trop vite ? Faisons attention de ne pas précipiter les choses, car il y a un interlocuteur qui s'appelle les Russes, et il faut encore que les Russes acceptent. S'il y a une trêve, il faut que la trêve, elle fonctionne des deux côtés. Or, pour l'instant, nous n'avons aucun signe positif de ce côté-là. Je pense que ce qui est bien aussi, c'est de ne pas se détacher des Américains. Notre premier sentiment est effectivement une stupéfaction après vendredi soir. Mais je pense que sans les Américains, rien n'est possible. Le Premier ministre britannique le rappelle, et je crois qu'il faudra que les Américains soutiennent cette initiative. Alors, mais vous pensez que l'Ukraine, elle peut encore compter sur le soutien américain après ce qui s'est passé vendredi soir ? Écoutez, il y a des excès de paroles et de déclarations. Je pense qu'il est vraiment difficile pour les Américains de quitter définitivement l'Ukraine, car ils vont le payer très cher dans le reste du monde. Il n'y a pas une capitale, à part peut-être Séoul et Moscou, qui a approuvé ce qui s'est passé. Imaginez ce qui se passe actuellement dans la tête des Japonais, des Coréens, des Taïwanais, qui se disent « Mais mon Dieu, si les Américains traitent comme ça leurs alliés, mais qu'est-ce qui va nous arriver à nous ?» Donc je crois qu'il faut faire très attention. J'ai été bien évidemment, comme tout le monde, stupéfait de ce qui s'est passé, notamment du rôle du vice-président. C'est la première fois qu'on voit un vice-président dans le bureau ovale quasiment conduire une partie de la réunion, avec beaucoup de vulgarité aussi, je le dis sincèrement. Et je pense que les choses vont peut-être revenir à des normes un tout petit peu plus raisonnables. Pour vous, Trump et Vance, son vice-président, ont voulu mettre un coup de pression à Zelensky, ou ils ont opéré un vrai virage pro-russe ? Je pense que d'abord, ils font de la politique intérieure.
Je pense que Donald Trump s'adresse aux Américains qui l'ont élu en disant « Vous voyez, c'est moi le chef, c'est moi qui vais faire le ménage, c'est moi qui vais effectivement organiser les choses ». Je pense... Alors, il y a plusieurs scénarios. On dit que Trump a dans l'idée de détacher la Russie de la Chine pour mieux s'occuper de la Chine. Moi, je ne crois pas à ce scénario parce que les relations entre la Chine et la Russie sont telles que ce sera assez difficile. En revanche, il y a une constante, mais qui ne date pas de Trump, qui date déjà d'Obama, hein, dans lequel on voyait très bien que les États-Unis se replient sur eux-mêmes et qu'il faut enfin que l'Europe prenne conscience qu'il va falloir qu'elle assume une partie, enfin, sa sécurité et non plus se mettre sous le parapluie en attendant que des jours meilleurs reviennent. Alors l'Europe justement qui joue son avenir hein, dans les prochaines semaines, il est minuit moins le quart, dit Emmanuel Macron. L'ancien commissaire européen Thierry Breton est lui plus pessimiste. Il était l'invité hier de France Inter. Il n'est pas minuit moins le quart, oui, je dirais presque qu'il est minuit moins une. Il faut maintenant nous y mettre et on a beaucoup d'atouts, mais croyez-moi, dans une situation telle que nous vivons comme ça, qui est historique, eh bien, il n'y a qu'une seule façon d'agir, c'est le mouvement, la vitesse et la détermination. Les États-Unis d'Amérique nous ont tourné le dos, c'est clair. Les États-Unis d'Amérique ne sont plus un partenaire fiable, mais on le savait. Vous êtes d'accord, les États-Unis nous ont tourné le dos, ils ne sont plus un partenaire fiable ? Je vais être d'accord sur la première partie de la phrase. Je pense qu'ils nous ont tourné le dos. C'est l'histoire du pivot vers l'Asie. Ça existe déjà depuis quelques années. Bon, dire que ce n'est plus des partenaires fiables... faisons attention. D'abord parce qu'on a absolument besoin des Américains. Les Ukrainiens ont besoin des Américains. Si brusquement, aujourd'hui même, les Américains suppriment la couverture du ciel et le renseignement aux Ukrainiens, là, pour le coup, on a beaucoup de soucis à se faire. Je n'imagine pas que les Américains en arrivent à cette limite. Mais là où Thierry Breton a tout à fait raison, c'est qu'il est minuit 5 et qu'il faut se lever, s'habiller, se dépêcher d'y aller. Ça, c'est sûr. Et la France, pour ça, avait vu les choses bien avant tout le monde. Mais elle n'a pas été suivie par ses alliés européens ? Elle n'a pas été suivie. Moi, je me souviens, puisque je présidais la Commission des Affaires étrangères et de la Défense, lorsque ces problématiques sont arrivées dans l'actualité, c'était nous qui ont parlé, enfin c'est le président de la République, mais d'une manière générale, la France a parlé depuis longtemps et a pratiqué l'autonomie stratégique, puisque nous avons notre dissuasion nucléaire, qui est sous la seule responsabilité du président français. Est-ce que là, Donald Trump, il a réussi au moins ça, à réunifier les Européens et à les convertir à la nécessité de l'autonomie stratégique? Ça, je pense que c'est s'il y a un point positif de cette effroyable affaire qui s'est déroulée sous nos yeux, c'est qu'effectivement, le coup de semonce qui est lancé aux Français, aux Européens, est effectivement très efficace. Et maintenant, bien évidemment, face à cette crise, les Européens vont quand même avoir beaucoup de mal à réparer. La couture va être difficile, hein, car il va falloir réparer ces dégâts. Et je pense qu'il y a une prise de conscience de la part des Européens. Moi, j'ai connu pendant très longtemps des pays, notamment des pays d'ex-d'Europe de l'Est, qui, pour des raisons historiques tout à fait compréhensibles, considéraient que seul le parapluie américain fonctionnait. Ils n'achetaient que de l'armement américain. Tout ça est renseigné et documenté. Maintenant, et la réunion d'hier a donné, j'allais presque dire, plus que dans le contenu de son communiqué, c'est le fait qu'ils se soient rassemblés et qu'ils aient décidé ensemble d'avancer. Mais il va falloir combien de temps pour vous pour que l'Europe acquiert une autonomie stratégique ? Longtemps, parce que les industries de défense ne peuvent pas être au rendez-vous instantanément. L'industrie de défense est une industrie du temps long. C'est-à-dire qu'on ne peut pas brusquement passer de la fabrication de 10 missiles complexes à 100 missiles complexes. Ça n'existe pas. Donc il va falloir effectivement, peut-être, si les choses s'aggravent, peut-être aller un peu plus loin dans le concept d'économie de guerre, c'est-à-dire mobiliser beaucoup plus les industries privées pour qu'elles nous aident à fabriquer les matériels, notamment les munitions, mais bien d'autres dont nous avons besoin. Mais je pense qu'il faut un tout petit peu de temps, notamment en matière de renseignement, de chaînes satellitaires qui couvrent les événements, où là nous sommes encore très loin du compte. Emmanuel Macron qui dit qu'il va falloir augmenter la loi de programmation militaire, une loi que vous connaissez bien, vous en avez été le rapporteur. Est-ce qu'on a les moyens de l'augmenter avec des financements nationaux ou est-ce qu'il va falloir passer par des financements européens? Écoutez, il faut se rapporter aux chiffres. On va faire très simple. Les États-Unis dépensent environ 800 milliards de dollars chaque année. Nous sommes à 50 milliards.
je donne des chiffres en gros. Il faudrait, si les États-Unis disparaissent totalement, il faudrait par exemple que la France monte à 90 milliards ou 100 milliards. Il faut trouver 40 milliards par les temps qui courent. C'est très compliqué car ça sous-entend de faire des choix budgétaires qui, en cette période de disette, vont être assez compliqués. Mais, bien évidemment, si on ne veut pas se retrouver dans la situation où l'histoire de l'avant-dernière guerre nous a menés, il va falloir effectivement, d'une part, que l'opinion publique, et ça c'est le rôle des parlementaires, comprenne la nécessité de faire ces efforts sur la défense, et deuxièmement, ce qui est encore plus compliqué pour le gouvernement et le président, trouver les moyens financiers, et le Parlement aura à dire bien évidemment ce qu'il pense sur le sujet. L'autre question qui se pose, c'est celle de la dissuasion nucléaire. Le nouveau chancelier allemand, Friedrich Merz, demande à la France de mettre sa dissuasion nucléaire à disposition. Est-ce qu'il faut le faire? Est-ce qu'il faut partager cette dissuasion nucléaire? Moi, je suis assez réticent, je dois dire, sur ce point. La dissuasion nucléaire, je rappelle que quand même, c'est la possibilité pour le président de la République d'appuyer sur le bouton et de créer une situation tellement effroyable dans le pays qui recevra nos armes, avec toutes les conséquences que cela aura. Je pense qu'il faut réfléchir à deux fois. Parce que bien évidemment, si c'est la France qui assure les autres pays par sa dissuasion nucléaire, elle risque aussi d'être la première visée en disant d'où viennent les armes, elles viennent de la France, et donc il peut y avoir une projection de la France en première ligne. Mais est-ce que l'Allemagne acceptera de se détacher du parapluie américain si elle n'a pas la protection de la dissuasion nucléaire française ? Écoutez, jusqu'à présent, tel n'a pas été le cas. L'Allemagne accueille sur son territoire des armes nucléaires américaines. Bon, ce n'est pas la première fois que la question est posée. Mais on ne peut pas partir tête baissée dans cette histoire. La dissuasion nucléaire française a été conçue dans des conditions bien précises où les menaces visant à l'intégrité territoriale sont en jeu. Je pense qu'il faut réfléchir à deux fois avant de lancer ce genre d'idée. Parce que d'abord, concrètement, ça nécessiterait de faire un effort tout à fait conséquent. Je rappelle que par rapport aux 3000 têtes nucléaires qu'ont les États-Unis ou la Russie, je crois qu'on en a 230, les Anglais en ont 260. Donc on n'est pas au même niveau. Et on peut y réfléchir, mais on peut y réfléchir avec aussi le souci de bien comprendre que l'arme nucléaire n'est pas la réponse à tout. Ce qui se passe en Ukraine ne se règle pas à coup de dissuasion nucléaire. Elle se règle avec des armes conventionnelles. Et là, des armes conventionnelles, il nous en manque beaucoup. Et on imagine que ça fera évidemment partie des débats. Le débat au Sénat, ce sera demain à 16h30 sur cette guerre en Ukraine. On parle d'un autre sujet. Vous êtes le représentant spécial du président du Sénat pour les relations internationales. Et dans un contexte de vive tension entre la France et l'Algérie, vous avez accompagné Gérard Larcher au Maroc. Donc vous êtes par ailleurs le président du groupe d'amitié ici au Sénat. Un déplacement au Sahara occidental a provoqué la suspension des relations entre le Sénat français et algérien. On voit ça avec Alex Poussard. Bonjour Ariane, bonjour Christian Cambon. Bonjour. Et Alex, une délégation de sénateurs s'est donc rendue la semaine dernière au Maroc et notamment dans le Sahara occidental, ce qui a provoqué la colère du Sénat algérien. Alors pour bien comprendre, il faut rappeler ce qu'est le Sahara occidental. C'est un territoire au sud du Maroc, une ancienne colonie espagnole qui fait l'objet d'un conflit depuis 50 ans entre d'un côté le Royaume du Maroc qui contrôle ce territoire et de l'autre les indépendantistes du Front Polisario qui revendiquent leur souveraineté sur ce territoire et demandent un référendum d'autodétermination. Ces indépendantistes du Front Polisario sont soutenus par l'Algérie, le frère ennemi du Maroc. Alors jusque l'an dernier, la France ne prenait pas parti dans ce conflit sur ce dossier du Sahara occidental, mais en juillet dernier, Emmanuel Macron a reconnu la souveraineté du Maroc sur le Sahara occidental, ce qui a permis de réchauffer les relations de la France avec le Maroc, mais ce qui a considérablement refroidi les relations entre la France et l'Algérie, et cela explique en partie les tensions actuelles entre Paris et Alger. Alors pour soutenir cette décision du président de la République, une délégation de sénateurs français en voyage officiel au Maroc la semaine dernière ont réalisé un déplacement au Sahara occidental dans la ville de La Ayoun. On va écouter le président du Sénat, Gérard Larcher, devant ses homologues marocains. Oui, je le redis, les provinces du Sud s'inscrivent dans le cadre de la souveraineté marocaine. Oui, vive La Ayoun, vive le Royaume du Maroc, vive la République et vive la France.
Et voilà, cette visite des sénateurs français au Sahara occidental a immédiatement fait réagir le Sénat algérien, le Conseil de la Nation en Algérie, qui a décidé de suspendre ses relations diplomatiques avec le Sénat français. Je cite le communiqué algérien, dans une dérive d'une extrême gravité reflétant la montée de l'extrême droite française et sa domination sur la scène politique, le président du Sénat français a effectué une visite dans la ville de La Aïoun occupée, un épisode qui s'ajoute aux fortes tensions diplomatiques entre la France et l'Algérie. On le rappelle, la semaine dernière, le Premier ministre François Bayrou a demandé à l'Algérie d'accepter ses ressortissants expulsés du territoire français, sinon il menace de dénoncer les accords migratoires de 1968 entre la France et l'Algérie qui offrent des facilités de visa, notamment aux Algériens. On le rappelle, un ultimatum de François Bayrou qui a été écarté d'un revers de la main par le président de la République, Emmanuel Macron. Christian Cambon, dans ce contexte de tension franco-algérienne, cette visite des sénateurs au Sahara occidental, est-ce que ce n'était pas une erreur diplomatique ? Ah, je ne le pense pas. D'abord, ce n'était pas une visite improvisée, ce n'était pas une réponse au drame de Mulhouse, etc., comme j'ai pu le lire auparavant, puisque évidemment des visites de ce genre se préparent longtemps à l'avance. Je pense que la France, par la voix du président de la République le 30 juillet, a fait un choix de clarification. Jusqu'à présent, nous étions effectivement dans une expression assez floue, disant que le plan d'autonomie que le Maroc propose pour le Sahara occidental était une solution. Et là, nous avons dit, le président de la République a dit que c'était la solution. Pour ma part, c'est un propos que je soutiens et bien évidemment, en tant que président du groupe d'amitié France-Maroc, j'ai toujours été dans ce sens parce que je crois que c'est la logique. C'est l'histoire, ça nécessiterait un long débat sur ce sujet, mais c'est aussi notre propre sécurité, c'est aussi les intérêts de la France. La France est un pays souverain et lorsqu'elle prend une décision vis-à-vis du Maroc, l'Algérie n'a pas à en tirer des conséquences alors que nous avons aussi des relations avec l'Algérie. Pas un mot d'hostilité n'a été adressé par le président du Sénat à l'Algérie, bien au contraire, c'est toujours la main tendue. Bon, le Sénat... Vous attendiez à cette suspension des relations diplomatiques de la part du Sénat algérien ? J'interprète les termes diplomatiques. Quand on parle de suspension, on ne parle pas de rupture, ce qui est très différent. Les relations sont suspendues. J'allais dire, est-ce que le Sénat algérien pouvait faire moins ? Je ne le pense pas. Mais j'observe par exemple qu'avec l'Espagne, il s'est passé la même chose. Car près d'une vingtaine de pays européens ont fait le même choix que la France. L'Espagne notamment, qui avait des relations très étroites avec l'Algérie. Il s'en est suivi 6 mois de crise et je lis maintenant dans les dépêches que tout ce petit monde se rabiboche et que les relations entre l'Espagne et l'Algérie se resserrent. Je pense personnellement que nos intérêts, l'intérêt de l'Algérie et l'intérêt de la France nécessitent que de toute façon le dialogue reprenne et il reprendra. Alors pour l'instant, il y a effectivement la prise en compte de cet événement. Je pense que la visite du président du Sénat était un événement très important parce que d'abord son rôle, il est deuxième personnage de l'État, le fait qu'il a pu se rendre compte de ce que les Marocains font et lorsqu'ils développent ce concept de plan d'autonomie, il faut voir ce que l'Aïoun est devenu. Moi j'y étais il y a longtemps, ce que j'ai revu la semaine dernière est tout à fait considérable. Alors je pense qu'il y a un peu d'agitation entre les deux, je pense qu'il y a une clarification d'une manière générale entre l'Algérie et la France. Moi, je faisais partie de la visite d'État du président de la République à Alger. J'ai vu tous les gestes que la France a accomplis. Nous avons eu beaucoup de retours de volées de bois vert venant de l'Algérie et je pense qu'il y a une clarification, notamment au niveau du retour des OQTF. Il y a quelque chose de tout à fait anormal et tout à fait anormal que dans des ressortissants algériens munis de passeports diplomatiques ou qui font partie de la nomenclatura se déplacent en France dans des conditions qui sont exorbitantes du droit sur lequel reposent tous les étrangers. Et je pense que dans le sens inverse, il est anormal que l'Algérie n'accueille pas sur son territoire des délinquants qui ont été condamnés et qui méritent de retrouver leur patrie pour y subir les sanctions qu'ils méritent. Vous êtes plutôt sur la ligne de Bruno Retailleau. Mais je suis tout à fait sur la ligne de Bruno Retailleau et du chef du gouvernement. Que vous pensez qu'Emmanuel Macron la suivra, cette ligne ? Je pense d'abord que dans la situation politique où nous sommes, c'est le gouvernement qui mène maintenant ces opérations. Le président de la République a tout à fait le droit de s'exprimer et je pense qu'il a
le devoir de faire en sorte que la crise entre l'Algérie et la France ne se développe pas de manière inconsidérée. Mais il faut maintenant aller au fond des choses parce qu'on ne peut plus rester dans cette situation. Et encore une fois, la France est un pays souverain et ce n'est pas parce qu'elle prend une mesure vis-à-vis du Maroc qu'il faut immédiatement que le voisin en tire des conséquences néfastes. Je pense qu'il faut que l'Algérie passe à autre chose et qu'on ouvre des pages nouvelles de coopération avec l'Algérie. Et croyez-moi, il y a beaucoup de choses à faire avec eux. Donc pour vous, il faut aller vers davantage de fermeté vis-à-vis de l'Algérie que plus vers la diplomatie pour essayer de réchauffer les relations. Je pense qu'il y a un moment où il faut aller vers un peu plus de fermeté parce que manifestement, le langage de la diplomatie n'était plus entendu. Donc il y a un moment où il faut dire les choses telles qu'elles sont. Et il y a cet accord de 68, enfin, tout ça donne lieu maintenant à un débat assez précis. Et il faut revoir les accords, comme ça a été convenu du reste, et voir si on peut retrouver par ce canal, par ce chemin, une relation plus apaisée avec l'Algérie. Et je vais juste dire au final que moi je rêve du jour où l'Algérie et le Maroc finiront par s'entendre, car ce seraient les tigres de l'Afrique par leur puissance, le fait qu'ils sont sur 2 mers, le fait qu'ils ont l'énergie, le soleil, l'intelligence, la population. Là, ce serait l'idéal. Et croyez-moi, pour la paix au monde, ce serait un point très positif. Et c'est vers ça que le Sénat doit aller et vers ça que nous allons travailler. Merci Alex, à tout à l'heure. À tout à l'heure, on parlera de l'Ukraine et du débat qui a lieu au Parlement cette semaine. Ce sera évidemment à suivre tout à l'heure dans ce club. On va aller chez vous maintenant, on va voir l'actualité du côté du Val-de-Marne, à Nogent-sur-Marne. Bonjour Cécile Dubois, merci beaucoup d'être avec nous, rédactrice en chef de 94 citoyens. On va parler d'un tout autre sujet avec vous Cécile, des nuisances sonores de l'aéroport d'Orly. Tout à fait. Donc, c'est un sujet qui fait l'objet de nombreux débats et d'un bras de fer depuis des mois dans le Val-de-Marne quant à la meilleure manière de se conformer aux normes de l'OMS. 3 scénarios ont été proposés, dont l'un à la faveur de la population environnante et de nombreux élus, qui est celui d'une extension du couvre-feu d'une demi-heure. À ce stade, l'État a toutefois proposé un arrêté qui n'envisage pas cette extension du couvre-feu de 23h à 6h du matin, au lieu de 23h30 à 6h du matin. La synthèse de la consultation publique sur ce projet d'arrêté, qui donc ne choisissait pas une extension du couvre-feu, a rendu compte toutefois d'une préférence massive des habitants en faveur d'une extension du couvre-feu. Et plusieurs avis, comme celui de l'Agence régionale de santé, mais aussi plus récemment celui de l'Académie nationale de médecine, vont aussi dans le sens d'une augmentation du couvre-feu, d'une extension du couvre-feu. Monsieur le sénateur, vous avez plusieurs fois posé des questions sur ce sujet et vous êtes positionné en faveur de l'extension de ce couvre-feu. Est-ce que vous prévoyez de remonter au créneau via une question ou proposition? C'est vrai que l'actualité internationale est extrêmement chargée en ce moment. Et voilà, est-ce que c'est un sujet sur lequel, c'est un sujet qui a été assez bouillant en ce moment? Est-ce que vous comptez revenir remettre le couvert? Alors, comptez sur moi, je suis tout à fait bouillant sur le sujet, car avec mes collègues, autour de Didier Gonzalez, le maire de Villeneuve-le-Roi, mais de l'ensemble de la totalité des parlementaires, des maires et des 500 000 franciliens qui sont quand même touchés par ces histoires de nuisances de l'aéroport d'Orly. Nous voulons absolument que l'État change de vitesse et accepte le seul scénario qui soit acceptable pour les populations, c'est-à-dire l'allongement du couvre-feu qui permet, excusez du peu, d'octroyer 7 heures de tranquillité et de sommeil aux riverains de l'aéroport d'Orly. Croyez-moi, c'est quelque chose qui sera très appréciable. Les autres scénarios sont vraiment, je vais pardonner l'expression, un peu du pipi de chat, c'est-à-dire que ça ne débouche sur rien du tout lorsqu'on nous dit « Attendez, la nouvelle génération des avions, ils vont faire moins de bruit. » Et mon œil, il va faire du bruit. Alors donc, je pense qu'effectivement, la seule raison... Et je suis très heureux qu'à la fois l'Agence de la santé publique et aussi l'Académie de médecine, ce n'est quand même pas rien, vient dire aux autorités de l'État qu'il faut effectivement passer de 11h30 de 23h30 à 23h pour que les gens puissent avoir 7 heures consécutives de sommeil. Alors évidemment, il y a un petit adversaire, ce sont les compagnies aériennes, mais cela a été chiffré. On demande simplement à des compagnies de répartir 3 ou 4 vols au cours de la journée. Vous n'allez quand même pas me dire que c'est absolument insupportable. Nous sommes confrontés à une réalité tout à fait particulière qui n'est pas celle de Roissy, car l'aéroport d'Orly existe depuis avant la guerre de 14. C'est un aéroport qui est totalement inclus dans le tissu
tissu urbain. Les gens ont le droit de dormir et de se reposer. Croyez-moi, moi qui connais bien mon département, qui fréquente beaucoup ces communes, les gens en ont assez. Et nous allons voir cette semaine le nouveau ministre des Transports pour lui demander de changer de scénario. Et croyez-moi, si des vraies mesures ne sont pas prises, je ne garantis pas ce qui peut se passer tellement la colère est grande parmi les populations concernées. Merci beaucoup Cécile, merci d'avoir été avec nous. Un dernier mot, Christian Cambon, il nous reste 30 secondes. Dans ce contexte international compliqué, on en a beaucoup parlé, qui est mieux à même de représenter votre parti selon vous, Bruno Retailleau ou Laurent Wauquiez ? Est-il véritablement dans cette maison nécessaire de me poser la question? Je soutiens bien évidemment, comme l'immense majorité de mes collègues ici, Bruno Retailleau, ce qui ne jette absolument aucun discrédit sur la candidature de Laurent Wauquiez. Mais par définition, une élection où il y a plusieurs candidats, on a le droit de le choisir. Je choisis bien sûr je choisis Bruno Retailleau. Vous avez failli faire un lapsus. Faire des lapsus. Je choisis Bruno Retailleau pour la sincérité et la force de son engagement face aux véritables problèmes qui harcèlent les Français. Merci beaucoup Christian Cambon d'avoir été notre invité pendant cette première demi-heure. On va continuer à parler évidemment de la guerre en Ukraine et de ce qui se passe en Europe avec notre prochain invité, c'est le général Michel Yakovlev qui nous rejoint tout de suite.